Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement dans l'esprit d'un homme juste après l'intimité? Ce moment suspect, souvent silencieux, où les corps se séparent et les pensées reprennent leur cours. La psychologie suggère que cet instant est l'un des plus révélateurs du véritable état intérieur d'une personne. Ce n'est pas un vide, mais une porte d'entrée vers les mécanismes les plus profonds de sa conscience. Imaginez la scène. Une connexion intense, une vulnérabilité partagée, puis soudain un changement. Un retrait. Pas nécessairement physique, mais mental. Il est là, mais son esprit est ailleurs. Où est-il parti? À quoi pense-t-il? C'est une question que beaucoup se posent, et la réponse est bien plus complexe qu'un simple « c'était bien » ou « je suis fatigué ». En réalité, ce moment post-intimité agit comme un miroir psychologique. Il reflète non seulement ses sentiments envers vous ou la relation, mais surtout sa relation avec lui-même. Pour comprendre ce qui se joue, il faut d'abord reconnaître la nature de l'intimité elle-même. C'est un état où les défenses psychologiques s'abaissent. Le masque social, celui que nous portons tous les jours pour naviguer dans le monde, se fissure. Pendant quelques instants, un homme est exposé, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Et lorsque l'acte se termine, son esprit se précipite pour reconstruire ses murs. C'est une réaction quasi instinctive, un réflexe de protection. La première vague de pensée qui le submerge est souvent un mélange confus d'analyse, d'évaluation et de réajustement. Avez-vous déjà ressenti ce changement soudain, ce passage d'une connexion intense à un silence presque palpable? Ce silence n'est pas un signe de désintérêt, mais le son d'un esprit qui travaille à plein régime pour reprendre le contrôle. La première pensée qui émerge est souvent liée à la performance. La société a conditionné les hommes, depuis des générations, à lier leurs valeurs à leur capacité à performer, que ce soit au travail, dans le sport ou dans l'intimité. Après le rapport, son esprit peut entrer dans une boucle d'auto-évaluation. Ai-je été à la hauteur? A-t-elle apprécié? Est-ce que j'ai bien fait les choses? Ces questions ne sont pas de simples interrogations. Elles sont le reflet d'une anxiété profonde liée à la validation. Il ne cherche pas seulement à savoir s'il a procuré du plaisir, il cherche à savoir s'il a validé son identité en tant qu'homme, telle qu'elle lui a été enseignée. Cette pression est immense. C'est une performance dont le score est jugé en silence dans sa propre tête. Pour vous, l'expérience était peut-être un moment de partage, mais pour une partie de son esprit, c'était un test, et les pensées qui suivent sont le débriefing de ce test. Cette focalisation sur la performance explique pourquoi certains hommes semblent distants ou préoccupés. Ils ne sont pas en train de vous rejeter, ils sont en train de se juger eux-mêmes. Le dialogue interne peut être incroyablement critique. Chaque détail est analysé. Ce n'est pas un processus conscient ou volontaire, mais un programme qui tourne en arrière-plan, gravé par des années de messages culturels et d'attentes sociales. Il est important de comprendre que cette anxiété de performance n'est pas nécessairement liée à un manque de confiance en soi. Même l'homme le plus confiant peut être sujet à cette évaluation interne. C'est un mécanisme si profondément ancré qu'il opère en dehors de la logique et de la raison. Il ne s'agit pas de vous, mais de sa propre bataille interne pour se sentir suffisant. Reconnaître cela, ce n'est pas l'excuser, mais c'est commencer à comprendre la complexité de ce qui se joue derrière le silence. Vous ne voyez que la surface, un visage calme ou un regard lointain, mais en dessous, il y a une tempête de pensées qui tente de donner un sens à ce qui vient de se passer, à travers le prisme déformant de la performance et de la validation. Au-delà de la pression de la performance, une autre force, bien plus primitive, entre en jeu. La peur de l'engloutissement. C'est un concept psychologique fondamental. L'intimité, par sa nature même, est une fusion. C'est un espace où les frontières entre le moi et le toi deviennent floues. Pour l'énergie psychique masculine,
Souvent construite autour de l'autonomie, de la séparation et de l'action individuelle, cette fusion peut être perçue inconsciemment comme une menace. Pensez-y un instant. Pendant cet acte de connexion totale, il a lâché prise. Il a abandonné une partie de son contrôle, de son indépendance. Et une fois que c'est terminé, une alarme silencieuse se déclenche dans son esprit. C'est l'instinct de survie de son ego qui lui murmure « Reprends ta place. Redeviens toi-même. Ne te perds pas. » Avez-vous déjà remarqué comment, après un moment de proximité intense, son esprit s'échappe vers des sujets concrets, presque banals? Il peut soudainement parler de travail, d'un projet, d'une tâche à accomplir. Il peut peur son téléphone pour vérifier une information sans importance. De l'extérieur, cela peut sembler insensible, voire irrespectueux. On peut l'interpréter comme un signe qu'il a déjà passé à autre chose. Mais si vous regardez ce comportement à travers une lentille psychologique, vous verrez autre chose. Ce n'est pas une fuite loin de vous, c'est une course pour retourner vers lui-même. Chaque pensée sur un problème à résoudre, chaque plan pour la journée du lendemain, est une encre qu'il jette pour se ramarrer à son identité individuelle. C'est sa manière de se dire et de se prouver qu'il existe toujours en tant qu'entité séparée, qu'il n'a pas été dissous dans la connexion. Ce besoin de réaffirmer son autonomie est profondément ancré dans le conditionnement masculin. Depuis l'enfance, on apprend aux garçons à être des rocs, à être indépendants, à ne compter que sur eux-mêmes. L'interdépendance et la vulnérabilité émotionnelle sont souvent associées, à tort, à la faiblesse. L'intimité véritable force un homme à affronter ce conditionnement. Elle l'oblige à être dépendant, ne serait-ce que pour un instant, de la présence et de l'acceptation d'une autre personne. C'est un territoire inconfortable pour un esprit entraîné à la solitude et à l'autosuffisance. Le retrait mental qui s'ensuit est donc un mécanisme de rééquilibrage. Son système nerveux cherche à revenir à son état de base, à cet état de contrôle et d'indépendance qu'il connaît si bien. Il ne s'agit pas d'un rejet de l'intimité, mais d'une gestion de l'inconfort qu'elle peut générer au niveau inconscient. Comprendre cela peut transformer radicalement votre expérience. Au lieu de vous sentir blessé ou rejeté par ce changement d'énergie, vous pouvez commencer à le voir pour ce qu'il est, un processus interne qui ne vous concerne pas directement. Ces pensées ne sont pas contre vous, elles sont pour lui, dans une tentative de maintenir son équilibre psychologique. Vous n'êtes pas le problème dont il s'éloigne. Sa solitude et son monde intérieur sont la solution qu'il recherche instinctivement pour se recentrer. C'est une danse subtile entre le besoin de connexion et le besoin d'individualité. Et pour beaucoup d'hommes, cette danse est maladroite, car personne ne leur a jamais appris les pas. Ils naviguent à l'instinct, et cet instinct leur dicte souvent de se replier pour se sentir en sécurité. Ce n'est pas un manque d'amour ou de désir, mais un manque de conscience de leurs propres mécanismes intérieurs. C'est le bruit d'une armure qui se remet en place, pièce par pièce. Et si le silence qui suit l'intimité n'était pas un vide, mais un lieu de confrontation? Une arène silencieuse où un homme se retrouve face à face avec la partie la plus effrayante de lui-même, sa propre vulnérabilité. Pensez à ce qui se passe réellement durant un moment de connexion profonde. Les masques tombent, les barrières s'effondrent. Ce n'est pas seulement un acte physique, c'est une exposition émotionnelle. Il a peut-être laissé entrevoir une peur, un besoin, une tresse qu'il passe le reste de sa journée à dissimuler, même à lui-même. Et puis, le moment se termine. Le flot d'hormones apaisantes commence à se retirer et son esprit rationnel, son gardien intérieur, reprend le contrôle. Et ce gardien est souvent en panique. La première pensée qui peut alors le traverser est une forme de regret ou de honte. Pas à propos de l'acte lui-même, mais à propos de ce qu'il a révélé. Ai-je trop montré? Elle a vu une faiblesse en moi. Je me suis laissé aller. C'est ce que l'on pourrait appeler la gueule de bois de la vulnérabilité. C'est le contre-coup psychologique après s'être ouvert.
Avez-vous déjà senti cette barrière invisible se dresser quelques minutes après avoir partagé un moment intense? Ce n'est pas un mur qu'il construit contre vous, c'est un mur qu'il reconstruit autour de lui. Il est en train de refermer la porte qu'il avait brièvement entr'ouverte sur son monde intérieur, effrayé par le courant d'air qui s'y est engouffré. Ce phénomène est directement lié à ce que la psychologie appelle l'ombre. L'ombre est l'ensemble des parties de nous que nous avons appris à réprimer, parce que nous les jugeons inacceptables, faibles ou indésirables. Pour beaucoup d'hommes, cette ombre contient la tresse, le besoin de réconfort, la peur de l'abandon, la tristesse. Des émotions jugées non masculines par un conditionnement social implacable. L'intimité, en abaissant les défenses, permet à ces parties de l'ombre de remonter à la surface. Elle s'exprime non pas par des mots, mais par un soupir, un regard, la façon dont il tient sa partenaire. Et lorsque la conscience revient pleinement, il peut être choqué ou mal à l'aise de voir ces parties de lui exposées à la lumière. Ses pensées ne sont alors qu'un effort désespéré pour les repousser dans l'obscurité, pour réaffirmer son identité forte et contrôlée. Cette lutte interne se manifeste de manière très concrète. Il peut devenir soudainement sarcastique ou faire une blague pour désamorcer l'intensité émotionnelle. Il peut se lever brusquement sous un prétexte anodin. Ou il peut se plonger dans une analyse froide et logique de la situation, comme pour prouver que ses émotions ne le contrôlent pas. Observez bien, ce ne sont pas des actes aléatoires, ce sont des stratégies de défense. Chaque blague est un bouclier, chaque mouvement est une fuite. Chaque pensée rationnelle est une tentative de noyer le sentiment. Son combat n'est pas contre vous. Il est contre la partie de lui-même qui a osé être vue. Rompre cela change tout. Vous cessez de voir un homme qui se ferme et vous commencez à voir un être humain qui lutte pour accepter sa propre complétude, avec ses forces et ses fragilités cachées. Le silence n'est plus un rejet, mais le témoignage de sa bataille intérieure. Au cœur de ces mécanismes complexes se trouve une question encore plus profonde, une interrogation existentielle qui hante souvent l'esprit masculin après l'intimité. Et maintenant, cette question n'est pas logistique. Elle ne concerne pas les prochaines heures ou les prochains jours. C'est une question sur le sens, sur la direction, sur la nature de la connexion qui vient d'avoir lieu. L'intimité est un pic d'intensité, un moment où le temps semble s'arrêter. Mais une fois ce pic passé, l'esprit humain, et particulièrement l'esprit conditionné à résoudre des problèmes, se projette immédiatement dans le futur. Il cherche à catégoriser, à définir, à mettre l'expérience dans une boîte. Qu'est-ce que cela signifie? Où est-ce que ça nous mène? Est-ce juste un moment ou le début de quelque chose? Avez-vous déjà perçu cette tension dans l'air? Ce flottement où ni l'un ni l'autre ne sait comment qualifier ce qui vient de se passer. Pour un homme, cette incertitude peut être source d'une anxiété considérable. Son esprit a été formé pour suivre des plans, pour avoir des objectifs clairs. L'intimité, dans sa forme la plus pure, est l'antithèse de cela. C'est un processus, pas un projet. C'est une expérience, pas un résultat. Mais son câblage mental le pousse à transformer l'expérience en une donnée à analyser. Il est à la recherche d'une feuille de route. Si la relation est nouvelle, ses pensées peuvent tourner autour de la peur de l'engagement ou, à l'inverse, de la peur que ce ne soit qu'une aventure sans lendemain. Il essaie de décoder vos signaux, vos soupirs, le moindre de vos gestes pour trouver des indices sur la nature de ce lien. Si la relation est établie depuis longtemps, la question « et maintenant ?» perd une autre forme. Elle peut se transformer en une évaluation de l'état de la relation. Sommes-nous toujours aussi connectés? Est-ce que la passion est encore là? Avons-nous ravivé quelque chose? Ou est-ce juste une habitude? L'intimité agit alors comme un baromètre. Le moment qui suit est celui où il lit le résultat, et cette lecture peut être effrayante. S'il sent une distance, même infime, son esprit peut s'emballer, créant des scénarios de déclin et de perte.
S'il sent une connexion renouvelée, il peut craindre de ne pas être à la hauteur pour la maintenir. Dans tous les cas, son esprit n'est pas dans le présent. Il est déjà dans le futur, en train de construire, de planifier ou de s'inquiéter. Cette projection constante dans le futur est une stratégie d'évitement. C'est une façon de ne pas rester dans l'émotion pure du moment présent qui peut être trop intense, trop déstabilisante. Penser au futur, même avec anxiété, donne une illusion de contrôle. C'est plus facile de se préoccuper de ce que nous sommes que de simplement être dans la quiétude et la vulnérabilité du moment. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que le présent est incertain et l'esprit humain déteste l'incertitude. Il préfère une anxiété familière à une paix inconnue. Quand vous observez cet homme perdu dans ses pensées après l'intimité, comprenez que vous assistez peut-être à une négociation interne entre son désir de vivre le moment et sa compulsion à le définir. Il n'est pas en train de vous exclure de ses pensées. Au contraire, il est en train d'essayer de vous donner une place, une définition dans la grande carte mentale de sa vie. Et ce processus, pour un esprit non entraîné à la pleine conscience, est rarement silencieux ou paisible. Maintenant, comment pouvez-vous, en tant que partenaire, naviguer dans cet espace complexe et souvent silencieux? La tentation la plus commune est d'essayer de réparer le silence, de poser des questions. À quoi tu penses? Est-ce que ça va? J'ai fait quelque chose de mal? Ces questions, bien que partant d'une bonne intention, peuvent souvent aggraver la situation. Elles ajoutent une pression supplémentaire sur un esprit qui est déjà en surcharge, en train de gérer sa propre tempête interne. En lui demandant de verbaliser ses pensées, vous lui demandez de traduire un processus chaotique, inconscient et souvent non linéaire en un langage clair et logique. C'est une tâche presque impossible dans cet état. Il ne sait probablement pas lui-même, avec des mots, ce à quoi il pense. Imaginez que son esprit soit un lac dont la vase a été remuée par l'intensité du moment. Les pensées qui remontent à la surface sont troubles, confuses. En le pressant de parler, vous l'obligez à puiser dans cette eau boueuse pour vous donner une réponse cohérente, ce qui ne fait qu'augmenter son stress. La conséquence est souvent qu'il vous donnera une réponse simple et évasive, comme « à rien » ou « je suis juste fatigué », non pas parce qu'il veut vous cacher quelque chose, mais parce que c'est la seule réponse accessible qui mettra fin à la pression de l'interrogatoire. Il choisit la sortie de secours la plus proche pour retrouver la paix. Cela ne signifie pas que la communication n'est pas importante. Cela signifie que le timing et la méthode sont cruciaux. La véritable clé n'est pas de combler le silence avec des mots, mais de le tenir avec votre présence. C'est un concept puissant, inspiré de la philosophie stoïcienne et des pratiques de pleine conscience. Au lieu de vous concentrer sur ce qui se passe dans sa tête, ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre propre état intérieur, votre calme, votre respiration, votre acceptation du moment tel qu'il est, sans jugement. Votre paix intérieure peut devenir une ancre pour lui. Si vous restez calme et déçu, sans anxiété palpable, vous lui offrez un espace sécurisant où il peut laisser la poussière de ses pensées retomber à son propre rythme. Vous lui communiquez, sans un mot, que ce silence est acceptable, qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'a pas besoin de performer ou de se justifier. C'est un acte de leadership émotionnel. Vous ne le tirez pas hors de sa caverne, vourez la sortie si paisible et attrayante qu'il choisira de venir vers vous quand il sera prêt. Pensez-y de cette façon. Si vous voyez quelqu'un qui se noie dans ses pensées, votre premier réflexe pourrait être de sauter dans l'eau agitée avec lui. Mais la stratégie la plus efficace est de rester fermement sur la rive et de lui tendre la main. Votre stabilité est ce qui le sauvera, pas votre participation à son chaos. En pratique, cela peut être aussi simple qu'un contact physique doux et non exigeant, comme poser votre main sur son bras ou simplement à respirer profondément à ses côtés. Ce sont des messages non verbaux qui disent « Je suis là, tu es en sécurité, perds ton temps,
En faisant cela, vous ne résolvez pas son problème interne, mais vous créez l'environnement optimal pour qu'il puisse le résoudre lui-même. Vous passez du rôle de celle qui demande des réponses à celui de celle qui incarne la paix, et c'est un changement qui peut transformer radicalement la dynamique de ces moments post-intimité. Le chemin vers une plus grande conscience, tant pour lui que pour vous, ne consiste pas à éliminer ses pensées post-intimité, mais à changer la relation que l'on entretient avec elles. Pour un homme, la première étape de cette transformation est de prendre conscience de ses schémas automatiques. C'est le passage de l'inconscience à l'observation. Au lieu d'être emporté par la vague de l'anxiété de performance, de la peur de l'engloutissement ou de la honte de la vulnérabilité, il peut apprendre à la regarder passer. C'est l'essence même de la pratique de la pleine conscience. Ne pas être la pensée, mais être celui qui observe la pensée. Imaginez qu'il puisse, dans ce moment de silence, simplement se dire « Ah, voilà la pensée de la performance qui revient. Intéressant. » Ou « Je sens ce besoin de me distancer pour retrouver mon espace. » C'est un vieux réflexe. Cette simple reconnaissance, sans jugement, est révolutionnaire. Elle crée une fraction de seconde d'espace entre le stimulus, l'après-intimité, et la réponse, le retrait mental. Et dans cet espace se trouve la liberté de choisir une autre voie. Au lieu de se plonger dans son téléphone ou de se lever brusquement, il peut consciemment choisir de rester, de respirer, de ressentir la chaleur du corps à côté de lui. Il ne s'agit pas de forcer la connexion, mais de permettre qu'elle perdure naturellement, sans la saboter par des mécanismes de défense inconscients. Pour vous, le chemin de la conscience est parallèle. Il s'agit de reconnaître vos propres schémas de réaction. Quand vous sentez son retrait, quelle est votre première impulsion? Est-ce la peur de l'abandon qui se déclenche? Le besoin de validation? L'anxiété que vous avez fait quelque chose de mal? Ces réactions sont le miroir de vos propres insécurités, tout comme son retrait est le miroir des siennes. En devenant consciente de votre propre dialogue interne, vous pouvez, vous aussi, créer cet espace entre le stimulus, son silence, et votre réponse, l'anxiété ou le besoin de questionner. Vous pouvez vous dire « Ok, je sens de la peur monter en moi, parce qu'il est silencieux. C'est une vieille blessure qui se réveille. » En faisant cela, vous reprenez votre pouvoir. Vous cessez d'être dépendante de son comportement pour réguler votre propre état émotionnel. Vous réalisez que son silence n'a pas le pouvoir de vous faire sentir rejeté, à moins que vous ne lui donniez ce pouvoir. C'est un changement radical de perspective. Vous passez de victime de la situation à observatrice de vos propres émotions. C'est ici que la philosophie stoïcienne offre un éclairage puissant. Nous ne sommes pas troublés par les événements, mais par l'interprétation que nous en faisons. Son silence est un événement neutre. C'est votre pensée « il me rejette » qui crée la souffrance. En choisissant consciemment une autre pensée, comme « il est en train de gérer son monde intérieur » et « je suis en sécurité dans le mien », vous transformez instantanément votre expérience émotionnelle. Ce travail n'est pas facile. Il demande de la pratique, de la patience et une grande compassion envers soi-même et envers l'autre. Il s'agit de comprendre que vous êtes deux êtres humains, chacun avec son propre bagage de conditionnement, de peur et de blessures. L'espace post-intimité devient alors moins un champ de mine qu'un terrain d'entraînement. C'est une opportunité de pratiquer la conscience de soi, la régulation émotionnelle et l'acceptation inconditionnelle. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir de manière automatique, vous renforcez un nouveau chemin neuronal. Vous apprenez, ensemble ou séparément, à rester dans la chaleur de la connexion un peu plus longtemps, à tolérer l'inconfort de la vulnérabilité et à découvrir que de l'autre côté du silence, il n'y a pas le vide, mais une paix et une intimité encore plus profondes. À mesure que cette conscience grandit, quelque chose de remarquable commence à se produire. L'espace, après l'intimité, cesse d'être une zone de turbulence psychologique pour devenir un sanctuaire. Pour l'homme qui apprend à observer ses pensées sans s'y identifier,
le silence n'est plus effrayant. Il n'est plus rempli par le bruit assourdissant de l'auto-jugement ou de l'anxiété future. Il devient un espace de pure présence. Il peut enfin simplement être. Être avec les sensations de son corps, être avec la présence de sa partenaire, être avec la quiétude du moment. Les questions sur la performance, sur le futur, sur son identité, perdent de leur emprise. Elles peuvent encore apparaître comme de vieux fantômes, mais elles n'ont plus le pouvoir de le hanter. Dans cet état de présence, ses pensées changent de nature. Au lieu d'être analytiques et défensives, elles deviennent contemplatives et reconnaissantes. Il ne pense plus « ai-je été assez bon ?» mais il peut ressentir une vague de gratitude pour le moment partagé. Il ne se demande plus « où cela nous mène-t-il ?» mais il peut simplement apprécier la beauté de l'instant présent. Cette transition n'est pas un effort intellectuel, c'est le résultat naturel de l'apaisement de son système nerveux. Lorsque l'esprit n'est plus en mode combat ou fuite pour se protéger de la vulnérabilité, il peut enfin accéder à des états émotionnels plus élevés comme la tresse, la connexion profonde et un sentiment d'émerveillement. Avez-vous déjà vécu un de ces moments où, après l'intimité, un silence s'installe, mais un silence confortable, rempli, presque vibrant d'énergie? C'est le signe que les deux partenaires ont réussi à rester présents, au-delà de leurs peurs respectives. Ce n'est plus un silence vide, mais un silence plein. C'est le genre de silence où les mots sont superflus parce que la communication se fait à un niveau beaucoup plus profond, d'énergie à énergie. Pour vous, cela signifie que vous ne recevez plus les signaux contradictoires d'un homme physiquement présent, mais mentalement absent. Vous sentez sa présence totale, et cette présence est le plus grand des cadeaux. C'est la confirmation ultime que vous êtes vu, accepté et chéri, non pas pour une performance, mais simplement pour qui vous êtes. C'est dans ce silence partagé que la véritable intimité se construit, bien au-delà de l'acte physique. C'est là que les liens se renforcent, que la confiance s'approfondit et que la relation transe les schémas habituels pour atteindre un nouveau niveau de maturité. Ce cheminement transforme fondamentalement la perception de la masculinité. L'homme découvre qu'il n'a pas besoin de son armure pour être fort. Il a peur que la véritable force ne réside pas dans l'invulnérabilité, mais dans la capacité à être ouvert et présent. Il intègre les parties de lui qu'il avait autrefois cachées, sa tresse, son besoin de connexion, et réalise qu'elles ne sont pas des faiblesses, mais des sources d'une puissance immense. Il devient un homme complet, capable de naviguer entre l'autonomie et la connexion, entre l'action et la contemplation. Il n'est plus esclave de ses réflexes conditionnés. Il est libre. Libre de choisir la présence plutôt que la fuite, la gratitude plutôt que le jugement, la connexion plutôt que l'isolement, et cette liberté intérieure se reflète inévitablement dans la qualité de sa relation. L'espace après l'intimité devient alors le reflet non plus de ses peurs, mais de sa paix intérieure. C'est le baromètre de sa croissance personnelle, la preuve tangible de son voyage vers la maîtrise de soi. La véritable question n'est donc pas « à quoi pense un homme après l'intimité ?» mais « qui devient-il » Choisit-il d'être la somme de ses conditionnements, un automate réagissant à des peurs inconscientes? Ou choisit-il de devenir l'architecte conscient de son monde intérieur, capable de transformer un moment de potentielle anxiété en une opportunité de connexion profonde? C'est un choix qui se présente à chaque instant. Il n'y a pas de destination finale, seulement une pratique de retour à soi, de retour au présent, de retour à l'autre. Le silence qui suit l'amour peut être le début de la séparation ou la continuation de l'union. La différence réside entièrement dans le niveau de conscience apporté à ce moment sacré. La maîtrise de cet espace intérieur est le fondement de la paix. Quand un homme n'a plus peur de sa propre vulnérabilité, il n'a plus besoin de se cacher derrière le silence ou la distance. Ses pensées ne sont plus des murs,
mais des ponts. Et dans ce silence apaisé, il ne pense pas à ce qui vient de se passer ou à ce qui va arriver, il pense simplement ⁇ Je suis ici, maintenant ⁇ Le voyage intérieur révèle que le silence n'est pas un vide à combler, mais un espace à habiter.